Trop cool. Mais sans plus attendre, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT avec Benjamin. Et cette semaine, on reçoit Ethan Messica qui va nous parler NFT pour changer. En attendant, on a de l'actu et aussi on doit s'excuser parce que la semaine dernière, on a enregistré un super podcast avec Avec le Raphaël, Raphaël collection. qui nous a présenté sa collection Muse. C'était un podcast d'enfer et malheureusement, on n'a pas enregistré le son. Donc, on avait quand même promis un giveaway aux personnes qui retweetaient le fameux tweet. Donc, ce que je te propose, Benjamin, c'est qu'on le fasse en direct. Alors, Donc, on rappelle que on offre un giveaway, donc on offre un NFT de Raphaël, donc de cette musique générée par intelligence artificielle, aux 10 personnes qui étaient présentes dans le podcast qu'on a réalisé sur Twitter la semaine dernière. c'est ça. Et donc, du coup, il y avait 10 personnes éligibles. Donc, Benjamin, ce que je te propose, c'est que tu me donnes un numéro de 1 à 10. Je ne sais pas si c'est très aléatoire et... Enfin, vas-y. Pas 1 grave, à 10. ça, allez, numéro 9. Numéro 9. Alors, numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est Renaissance. Donc, notre ami Renaissance qui est dans l'industrie musicale slash Web3, qui accompagne pas mal de projets sympas. Donc, bon, il n'est pas là ce soir, mais on n'oubliera pas de tweeter sa petite victoire, son petit giveaway. Ouais, excellent. En plus, Renaissance, je l'ai vu à Arles, aux rencontres digitales de Arles, et il s'occupe effectivement, comme tu dis, de Agoria, notamment le grand musicien Agoria. Il s'occupe des NFT de Agoria aussi. Donc, c'est excellent. Donc, effectivement, on lui communiquera l'information. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, sachez que vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter. Vous aurez toutes ces informations sur Twitter. Et puis, les podcasts sont enregistrés sur Clubhouse. D'habitude sur Clubhouse. On a essayé Twitter Space, et on verra la semaine prochaine, on vous tiendra informé. Yes. Du coup, pour parler d'actu, bon, mais désolé pour ceux qui nous écoutaient la semaine dernière, ça va être un peu les mêmes actus autour du cinéma. Tu voulais nous parler, Benjamin, du fameux film de Matrix, la franchise Matrix, qui sortait sa collection d'NFT, c'est ça? Oui, parce qu'effectivement, c'est une actu d'il y a quelques jours déjà, mais elle est tellement forte, cette actu, que j'en reparle à nouveau, parce qu'effectivement, on connaissait la trilogie Matrix, la fameuse trilogie des films Matrix. Eh bien, ils vont sortir le quatrième opus, qui va s'appeler The Matrix Resurrections. Effectivement, donc c'est la résurrection de tous les héros de Matrix. Donc la trilogie va devenir une quadrilogie. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que la Matrix va proposer des NFT qui sont adossés à ce nouveau film. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ce sera sur une plateforme qui s'appelle Nifty's, que l'on voit passer de temps en temps, mais qui n'a pas vraiment marqué les esprits pour l'instant en termes de plateforme de marketplace NFT. Donc Nifty's, là, marque un grand coup en proposant les NFT de Matrix. On va donc s'intéresser de plus près à cette plateforme Nifty's. Et puis le studio, donc c'est la Warner qui va sortir Matrix évidemment, et voilà, Warner va sortir non, enfin, je crois à peu près 100 000 jetons, voilà, 100 000 NFT qui sont inspirés de Matrix, qui vont sortir le 30 novembre avec un prix unitaire de 50 $. Donc c'est accessible, mais 100 000 jetons, c'est vraiment énorme pour une collection. Mais je pense que l'enjeu vaut la chandelle, c'est-à-dire que c'est vraiment ça va être une sortie mondiale qui va faire un grand bruit. Et ces NFT vont correspondre à un avatar. Donc chaque NFT sera un avatar qui est un personnage qui vit dans la matrice. Donc déjà, on rentre soi-même en achetant un NFT, on rentre dans la matrice, et ensuite, il y aura quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que 15 jours après, ou je crois que c'est mi-décembre, les studios, donc la plateforme Nifty's et les studios Warner, vont proposer aux détenteurs de ce NFT de choisir soit le NFT rentre en résistance, et alors à ce moment-là, il faut prendre la pilule rouge, comme on dit, donc il propose une pilule rouge ou une pilule bleue. La pilule rouge, vous rentrez dans la résistance, vous rejoignez Neo, et vous rejoignez Morpheus, etc., ben, tous ceux qui résistent à la Matrix, ou alors vous prenez la pilule bleue et votre NFT
restent dans la matrice et profitent de cette vie, disons, disons une vie bien organisée, une vie dorée, comme on voit dans la Matrix, où effectivement ces ordinateurs d'intelligence artificielle vous organisent une vie bien cadrée. Déjà, alors moi, ce qui m'intéresse le plus dans la Matrix, c'est évidemment toute la légende qu'il y a autour, toute la mythologie, puisque le film, déjà à l'époque, était classé comme dans la catégorie cyberpunk. Donc le film était déjà dans l'esprit de la blockchain, l'esprit du Bitcoin, c'est-à-dire révolutionnaire, c'est-à-dire en révolte par rapport à l'ordre établi et en révolte par rapport à l'informatique qui allait petit à petit réguler nos vies, réguler nos sociétés. Donc ça, c'est quelque chose de fort, je trouve, dans la Matrix. Et puis, on dit aussi, vous le savez, que les frères Wachowski, donc, qui ont réalisé cette trilogie, ces frères-là, donc ces réalisateurs, se sont inspirés d'un philosophe français qui s'appelle Jean Baudrillard et qui a écrit un grand livre qui s'appelle Simulacre et simulation. Et dans ce livre, Baudrillard distingue le simulacre de la copie en disant quand on copie un original, on est quand même proche de l'original, alors que quand on fait une simulation, on est dans un simulacre. Et là, il y a toute une réflexion autour de qu'est-ce que la vie, la façon dont l'informatique va pouvoir recréer une vie virtuelle. Et on se retrouve comme dans un métaverse, qui est effectivement le mot à la mode en ce moment. Et la Matrix nous crée un métaverse de notre vie projetée. Et alors, on n'est plus dans une copie de la vie, on est dans un simulacre de la vie. Et finalement, on se noie dans un simulacre de la vie réelle. Donc, il y a quelque chose de complètement adapté au monde des NFT, adapté au monde de la crypto. Et c'est en ça que Matrix prend toute sa place dans nos réflexions autour du NFT, autour de la crypto-monnaie, etc. Donc moi, je suis vraiment j'ai été marqué par la trilogie, et je pense que là, Matrix va faire un grand coup et va peut-être justement projeter le NFT dans une nouvelle dimension, une dimension plus philosophique, où on va devoir choisir, est-ce qu'on reste dans une vie réelle, ou est-ce qu'on rentre en résistance. Je pense que les NFT vont nous projeter dans un métaverse aussi. On sera plus spectateur d'un film, comme de Matrix, mais on sera acteur de ce film. On sera acteur dans la matrice et on sera acteur de sa propre vie. Donc j'aime beaucoup voilà, cette allégorie. Je voulais le préciser, à suivre. Hein, c'est le 30 novembre que les NFT vont être en vente. On communiquera l'info sur notre Twitter et sur notre site web. Merci beaucoup Benjamin pour cette analyse personnelle qui est hyper intéressante aussi de tout ce que représente Matrix pour le monde de la crypto et l'humanité en général. Donc c'est vrai c'est une grosse source d'inspiration, ne serait-ce que dans le vocabulaire, dans les références, etc. pour le marché crypto. Donc ça m'étonne pas qu'ils sortent une collection en fait qui sort un petit peu des gonds des 10 000 et qui va jusqu'à 100 000 parce que ça reste quelque chose qui est quand même c'est à la fois mainstream, donc il y a des super fans en dehors de la crypto, mais aussi au sein de la crypto, du coup, tout le monde connaît les références de Matrix, donc voilà, je pense que ça sera un beau succès, à voir ce que ça donnera du coup sur le marché secondaire, parce que c'est vrai qu'avec 100 000, bon, sachant qu'il y en aura peut-être des brûlés, du coup, comme t'expliquais, en fonction des choix que feront les acheteurs. Mais bon, le concept est intéressant et sort un petit peu justement du réplica qu'on a vu ces derniers mois depuis le NFT Summer, où chacun sort des collections PFP sans valeur ajoutée, avec un petit peu d'utilité, mais qui sont juste des copier-coller. Là, on voit qu'il y a une vraie innovation, une vraie démarche de conquérir un petit peu et d'explorer ce nouveau médium qui est offert par la blockchain et les NFT. Dans le même registre, un petit peu cinématographique, on a aussi Tarantino du coup qui sort 7 NFT de scènes coupées de Pulp Fiction. Donc pareil, c'est des scènes inédites. Donc on voit que même Tarantino, il va pas se lancer à tête baissée là-dedans et il s'est bien fait conseiller pour que voilà, il ait une valeur ajoutée avec les NFT. Le fait que là, il y en ait que 7, on voit que c'est une démarche complètement différente, même si le film est mainstream. Tarantino va du coup beaucoup plus essayer de se focaliser sur c'est les super fans qui ont beaucoup de pouvoir d'achat et moins la masse du coup auquel on propose des NFT plus accessibles avec Matrix. Et dans le même registre, il y a Disney aussi qui de plus en plus commence à sortir des NFT.
où on parlait, commençait à teaser un petit peu. On a vu avec Spider-Man, etc. Là, il y a des rumeurs que Iron Man, ils vont bientôt sortir des NFT d'Iron Man. Donc c'est toujours autour de l'univers Marvel pour l'instant, mais Disney, s'ils sont forts à quelque chose, c'est vraiment monétiser leur propriété intellectuelle. Dès qu'ils ont voilà, une nouvelle marque, un nouveau personnage, ils vont le sortir à toutes les sauces dans les parcs d'attractions, etc. Donc les NFT, pour moi, ça me semble inévitable que Disney va y passer aussi. Et ça va, et justement, là, on va voir un géant comme cinématographique comme Disney, on va voir ce qu'ils sont capables de faire au niveau des NFT, s'ils vont juste proposer ça en mode collectible ou s'il y aura une vraie valeur et une vraie utilité derrière. Et je pense que ça, on va avoir l'occasion d'en parler plus en détail avec Ethan aussi. Ouais, et puis tu as raison, Florent, juste un petit une parenthèse, c'est que tu as raison, il y a des passerelles maintenant entre le cinéma, entre les studios hollywoodiens et les NFT. Et on pensait que ça allait dans un sens, comme tu dis, c'est-à-dire Tarantino qui reste dans le cinéma traditionnel mais qui propose des NFT. Mais moi, je pense que maintenant, avec les punks qui ont été rachetés, certains punks ont été rachetés par des studios hollywoodiens pour faire de la narration, pour faire des épisodes autour des punks, on voit que la philosophie du NFT, la philosophie des collectibles, rentre progressivement dans l'esprit des scénaristes d'Hollywood. Et on voit à quel point donc la blockchain, la crypto, tout cet univers-là est en train de pénétrer les esprits, pénétrer l'imaginaire de ceux qui écrivent les prochains films, les prochaines séries. Donc ça va beaucoup plus loin que, progressivement, on ira plus loin que simplement de l'adaptation en NFT du cinéma classique. Tout à fait. Et cette philosophie, elle est aussi dans les BD, dans les choses comme ça. D'ailleurs, ben, Ethan, ça va être sympa justement de parler de ça parce que ton avatar, c'est un ON1, 0N1. Et du coup, eux, ils ont un projet de faire une BD. Donc, bon, c'est pas une super intro pour te faire rentrer dans le podcast, mais en tout cas, ça sera intéressant d'en parler aussi parce que ben, derrière le projet, derrière cette collection, il y a vraiment un projet communautaire et potentiellement artistique où les membres pourront être inclus aussi dans le processus créatif. Donc, bienvenue, Ethan. Merci beaucoup. Déjà, peut-être, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu veux te présenter et nous raconter un petit peu comment tu es tombé dans la potion magique des NFT? Ouais, déjà merci Benjamin, merci Florent. Je suis hyper content de pouvoir vous expliquer un petit peu cette aventure. Je vais essayer de commencer par le début. Moi, c'est pas une histoire qui m'a tout de suite amené au monde des NFT. J'ai eu pas mal d'expériences avant qui m'y ont amené. Donc désolé par avance si c'est un peu long, mais je vais essayer d'être le plus simple et le plus direct possible. Donc moi, j'ai 27 ans, j'ai commencé par un parcours assez classique, je voulais être trader à la base. Donc j'ai fait des maths et ensuite j'ai fait de la finance. Et donc j'ai commencé par bosser dans un fonds d'investissement il y a de ça 5 ans. Et initialement, moi j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies donc j'étais responsable dans ce fonds d'investissement de deux gros secteurs. Le premier, c'était tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle. Et le deuxième, c'était tout ce qui était lié à la blockchain. Donc mon taf, c'était globalement de trouver toutes les sociétés françaises et européennes au sens large qui développaient des solutions innovantes autour de ces deux sujets-là. Et c'est la première fois que j'ai été confronté à l'univers de la crypto. Donc c'était mi-2017, donc avant le bull run de 2017. J'ai très mal compris ce que c'était, même si je devais analyser des boîtes autour de ce sujet-là. Je pense un peu comme pour tout le monde, un peu par FOMO, j'ai investi, mais j'ai jamais gardé ces actifs. Mal m'en a pris évidemment, et j'ai réalisé à quel point j'avais eu tort un peu plus tard. Suite à cette expérience-là, en parallèle, en vérité, je commence à donner des cours dans des écoles, parce que j'ai toujours été passionné de formation et j'ai essayé d'allier les deux passions que j'avais, qui étaient la tech et la formation, et je commence à donner des cours sur des sujets liés à la crypto et liés à l'IA. Et au fur et à mesure, je vois que le sujet commence à prendre, et je décide d'industrialiser ça et de le faire pour des entreprises. Donc je monte une boîte de formation qui prend pas aussi bien que je l'espérais. Et donc je décide de pivoter au bout d'un an en me disant le marché de la formation il est assez particulier en France. C'est un marché qui est assez éclaté, très fragmenté, beaucoup de régulation. Donc je décide de repivoter l'offre et de passer par un cabinet de conseil pour distribuer cette offre de formation. L'idée c'était que si les gens avaient envie
de se former sur ces sujets, ils allaient probablement faire appel à des gens experts pour les aider à implémenter les projets qui allaient suivre. Et donc d'utiliser des formations comme produit d'appel pour montrer les compétences qu'un cadre de conseil était capable d'amener, c'était la solution logique pour ne pas faire mourir ma boîte et perdre le travail que j'avais effectué. Et donc je revends entre guillemets cette idée à un cadre de conseil pour lequel je travaille pendant 1 an et demi. Et après, j'étais censé développer leur offre de formation et le Covid est arrivé. Et ça a été à la fois une bénédiction et une malédiction, on va dire, parce que j'ai pas pu monter l'offre de formation, mais d'un autre côté, j'ai eu beaucoup de temps pour me renseigner sur d'autres choses à faire. Et c'est là où je dis mi-février, je dirais 2020, je retombe dans l'univers de la crypto. Je tombe sur une vidéo qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est une vidéo d'un mec qui s'appelle Anthony Compliano aux US et qui parle du Bitcoin et qui explique que c'est une des solutions à l'inflation et qu'avec le cash qu'on allait injecter en hélicoptère, ça allait être la seule valeur refuge qui avait un upside assez intéressant. Et en fait, je tombe complètement, et là, comme tu dis, vraiment dans la marmite. Je découvre la décentralisation autour du protocole, je découvre toute la technologie derrière, je découvre l'idéologie qui est associée. Et c'est comme ça, en fait, que je rentre dans l'univers. Je commence à investir, j'investis pour des gens. Et petit à petit, je commence à découvrir cet univers. Je passe ensuite sur Ethereum. Je pense que j'ai fait le flow classique de toutes les personnes qui découvrent la crypto à travers le Bitcoin. Donc, je suis émerveillé par le cas d'utilisation de la valeur refuge. Et ensuite, derrière, je découvre toute la possibilité d'une blockchain programmable et tous les cas d'utilisation que ça entraîne, dont les NFT. Et donc, à l'époque, je travaillais encore à plein temps dans le cadre de conseil, mais je décide que je suis pas assez formé sur ces sujets-là. Donc, je monte une newsletter sur tous ces sujets, sur la crypto et la tech en général. En 3-4 mois, j'arrive à drainer presque 1000 abonnés sur la newsletter. À l'époque, l'idée, c'était de lire un maximum de newsletters tech, dont 80% sur la crypto, et de formater un peu toutes ces informations et de les faire sous un format un peu plus digeste. Donc, c'était une dizaine de liens tous les dimanches soirs. Euh, et c'est comme ça, en fait, que je découvre le marché des NFT je dirais fin 2020. Mais je passe pas plus de temps que ça parce que pour moi, je comprenais pas exactement l'utilité, même si je comprenais l'idéologie derrière. Et je dirais février 2020, je vois tout l'engouement autour de ce marché-là. Je vois les CryptoPunks qui commencent à flamber. Je découvre Sorare assez tôt. Et en fait, c'est par Sorare que je tombe amoureux des NFT. Je découvre la force d'un marché de collectibles associé à la création d'une communauté et en fait, un nouveau vecteur de financement de création et de créateurs de manière générale à travers une communauté, c'est-à-dire là où on a toujours voulu financer par le haut, on commence à créer une communauté et c'est les gens qui poussent à l'achat parce qu'il y a un upside possible. Ethan, Et tu parlais de février 2000, tu parles de février 2021, c'était il y a. exact, ouais, février 2021. Ouais. Ouais, ouais, excuse-moi. Ouais. Donc, Dans la timeline, j'ai dû me perdre. par rapport à Sora, en fait, Et Sora, on est surtout sur donc des cartes de football qui a effectivement performé à partir de février. C'est là où ils ont commencé à vendre beaucoup de cartes, effectivement. Ouais, exactement. Ouais. Sorare, ouais, c'est une plateforme de. En fait, moi, je l'ai plus une plateforme de jeu qui associe un marché de collection et un jeu de foot globalement. Et en fait, c'est la première fois où je voyais une utilité au NFT post simplement une valeur artistique. Et donc, je rentre complètement. En fait, j'adhère complètement à l'usage qu'ils en ont fait. Je tombe dedans. Je décide de déménager en Israël pour revivre l'écosystème tech là-bas et l'écosystème blockchain. J'avais quelques amis qui bossaient dans le sujet. Je rencontre mon associé, qui était aussi un ami qui a fait des études avec moi, qui lui est un gros développeur Solidity, qui bosse depuis un petit peu de temps sur pas mal de projets. Il me propose une première idée, qui est une société qui était dans le milieu justement de l'art, où l'idée c'était de créer une marketplace qui permettrait à n'importe qui de pouvoir échanger des objets de collection sans avoir à les détenir. Donc on tokenisait des objets de collection, ça pouvait être des sneakers, du vin, des montres, et on fluidifiait comme ça le marché des transferts, simplement en s'échangeant des titres de propriété. Puis on a pas mal pivoté parce que voilà, ça créait pas mal de problématiques cette idée. On devait bosser dans un univers multimarque qui était un peu compliqué à gérer. Et donc on pivote en se disant le marché il émerge. On a des marques qui vont vouloir rentrer sur ce marché. Il n'y a personne pour les accompagner.
et ça va nous permettre de nous faire les dents, de faire du service. Donc on pivote en sorte d'agence, en une sorte d'NFT studio qui accompagne les marques sur plusieurs stratégies, dont leur stratégie de création de drop NFT, parce qu'on pense qu'elles ont un coût marketing à jouer là-dessus. Et, euh, et on commence à bosser avec quelques marques intéressantes sur des drops, notamment dans l'univers du luxe. Et puis, il y a eu deux gros drops NFT qui ont un peu changé la donne pour nous. Il y a eu le drop du Times qui a fait un drop de 5000 NFT avec une quarantaine d'artistes crypto et qui, à la base, avait une initiative marketing importante, se met à générer en 3 jours l'espace de 1,5 million d'euros de CA, ce qui correspond à peu près à 100 000 albums du Times. Donc ils se rendent compte il y a une vraie ligne de revenus à développer. Et le deuxième drop, c'était Dolce Gabbana, que vous avez peut-être dû suivre, mais qui est en 9 items. Ça leur a pris 2 mois à développer. Ils vendent pour 6 millions de dollars d'items. Et ils arrivent comme ça à engager la communauté crypto. Il y a Pransky qui est peut-être l'emblème de la communauté crypto en termes de NFT, qui achète, je crois, 3 œufs sur 9, si je me souviens bien. Et la question qui commence à se poser pour les marques avec lesquelles on bosse, c'est ok, c'est génial l'aspect marketing, c'est génial l'engagement de la communauté, mais là on est sur un nouveau marché, sur une nouvelle ligne de produits qu'on peut créer, qui s'associe à un univers virtuel, et on peut vraiment créer une offre adaptée à ça dans un univers où on serait payé en crypto, etc. Donc ça crée toute une nouvelle sorte de problématique sur quelle infrastructure on choisit, quel type d'NFT on lance, comment on récupère les revenus. Et donc c'est là-dessus sur lequel on s'est positionné avec mon associé, qui est notre boîte maintenant, qui est globalement on est en train de construire toute une infrastructure pour permettre aux marques de lancer leur NFT et surtout d'être capable de gérer leurs revenus le plus simplement possible. Je te propose Concrètement, c'est de rentrer dans le détail, pardon, Ethan. On rentrera dans le détail, si tu veux, de ton business, parce que c'est ouais, vraiment étonnant. Mais avec peut-être plaisir. sur la jeunesse, qu'on comprenne bien. Donc, à l'heure actuelle, tu as lancé une boîte de communication marketing spécialisée dans les NFT et tu vas voir les grandes marques et tu leur proposes une stratégie NFT pour rentrer dans ce secteur avec de la création, avec une stratégie de drop, c'est-à-dire, rappelons que le drop, c'est le moment où le NFT sera accessible à la vente pour les acheteurs. C'est-à-dire, en général, on dit un drop, c'est lundi à 15 heures, et là, il y a intérêt à être là à 15 heures parce que l'idée, c'est qu'il y a un sold out dans les quelques minutes, j'imagine. Ouais, exactement. Donc ta société Alors, organise tout ça, c'est ça? alors en fait, initialement, c'était ce sur quoi on était parti. Le problème quand on essaye d'organiser en fait ce genre d'initiative, c'est qu'il faut avoir énormément d'expertise en parallèle, du design, de la tech, de la communication. Et en fait, nous, l'idée, c'était qu'on puisse permettre à des marques classiques, des marques de luxe, de rentrer sur ce marché sans qu'elles aient à changer la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui. Donc en fait, on a très vite basculé vers une infrastructure technique qu'on fournissait aux agences de communication pour qu'elles puissent développer des offres NFT pour leurs clients. Donc aujourd'hui, c'est une des stratégies qu'on a en place. On n'est pas la plateforme end-to-end qui va permettre à une marque de lancer son drop NFT. On va être l'infrastructure technique qui va permettre à une marque de développer en partenariat avec son agence de communication une offre NFT. Ouais, donc gros sujet. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait reçu Pogtwerk, qui est développeur et qui fait de l'art génératif et qui avait un petit peu aussi ce projet-là aussi de fournir une infrastructure technique parce que c'est vrai que c'est un grand frein et pour l'instant, les artistes qui ont pu innover là-dedans, soit ils ont des amis justement développeurs, Ouais, soit ils savent développer eux-mêmes. Et donc c'est vrai que ça, c'est un gros frein au niveau artistico-technique. Moi, en tout cas, ouais, je t'ai trouvé grâce au contenu que tu publies, donc ton histoire de newsletter, etc., ça se ressent aussi dans tes écrits. Et je trouvais toujours tes écrits hyper insightful, enfin, plein de connaissances intéressantes justement sur cette partie, sur l'utilité en fait d'une marque. Si on prend un peu de recul, euh, est-ce que tu dirais que les NFT, c'est vraiment pour les marques fortes uniquement, ou est-ce que tu peux t'en servir justement pour créer ta marque au travers des NFT? ouais, c'est une bonne question. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le NFT, c'est un outil de capitalisation d'une propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'une marque qui a une forte propriété intellectuelle, et par marque, en vérité, j'entends
n'importe quelle personne qui a une influence, donc un créateur, un influenceur, un YouTuber, toutes les personnes qui ont une marque autour d'eux et qui ont déjà une communauté, le NFT, ça va être un moyen pour eux non seulement d'engager leur communauté d'une manière différente, mais aussi de développer une offre complètement annexe à ce qu'ils ont l'habitude de faire aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, oui, une marque qui a déjà une identité, une communauté, une identité de marque très prononcée, elle a un intérêt fort à développer une marque NFT. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit émerger, c'est tout un tas de nouveaux créateurs. Et d'ailleurs, ça va avec l'idéologie en fait de la blockchain, c'est de permettre, comme je disais tout à l'heure, par le bas, de créer des communautés qui émergent sans propriété intellectuelle déjà définie. Et l'exemple peut-être le plus parlant qu'on a en tête, c'est évidemment les Bored Ape Yacht Club. Alors, je sais pas si je dois je dois enfin, détailler Les présenter. ce que ouais, je pense pas qu'on en ait besoin, mais globalement, les Bored Ape, si on réfléchit, c'est quatre développeurs qui sont inconnus au bataillon. Il y a de ça 6 mois, qui développent un projet PFP assez intéressant en se disant, on va partager des valeurs communes qui sont similaires à celles des CryptoPunks. C'est-à-dire qu'on va partager des valeurs un peu anti-système. On va créer un artwork qui nous ressemble et qui, de facto, représente cette valeur commune. On va exactement sur le même modèle des CryptoPunks minter 10 000 NFT et voir ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Bored Ape, initialement, le mint, il se passe sur 3 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui veut les acheter. Personne n'a vraiment conscience de la force de la communauté. Et au bout d'un moment, donc à l'époque, ça se mintait pour 0,08 Ether, c'était l'équivalent de 300 $. Et au fur et à mesure que la mania NFT commence à prendre, ce projet prend de plus en plus d'ampleur par la force d'exécution des fondateurs et par l'engouement de la communauté. Et maintenant, c'est ce que c'est. Donc, c'est des millions d'influenceurs, enfin des millions d'influenceurs, pardon, des centaines d'influenceurs qui achètent euh, ces, euh, ces singes pour pouvoir signifier quelque chose à propos d'eux. On a Steph Curry qui en achète, on a Logan Paul, on a Gary Vee, on a toutes ces personnes-là qui décident de rentrer dans la communauté. Et, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les NFT, dans ce cas-là, ont été un outil de création de communauté par le bas pour des personnes qui n'avaient aucune identité, simplement parce que ils ont réussi, au travers de leur exécution et au travers de la manière dont ils ont un peu grossac leur communauté, partager une valeur forte avec des NFT. Donc, c'est à la fois pour des marques de luxe et des marques avec une identité forte. Mais c'est surtout pour moi un changement de paradigme où on va pouvoir demain créer des marques quand on est personne parce qu'on a des outils d'engagement que sont ces NFT qui sont assez incroyables. Effectivement, tu as raison de préciser ça, c'est vraiment un outil puissant pour fédérer une communauté et en créer une ex nihilo, en fait. D'ailleurs, Exactement. ouais, les Bored Ape, donc ces fameux singes blasés, si on peut traduire ça en français, se retrouvent à la couverture du magazine Rolling Stone. Et il y a beaucoup d'événements autour de ces apes. Moi, j'ai une question pour toi, Ethan, c'est qu'on a traité dans ce podcast l'art du NFT, on est axé sur la création et l'inventivité en général. Donc, j'ai parlé de l'actualité sur Balmain, sur des créateurs de mode qui imaginent donc de la haute couture digitale. Et ma question, c'est, tu vois, Dolce Gabbana, donc je sais que tu as été actif sur ces NFT. Il est précisé que c'est de la couture numérique. Donc, la question se pose déjà pour les œuvres d'art. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient ou qui vendent déjà leur tableau physique adossé à un NFT. Alors, dans ce sens, le NFT n'est que le certificat d'authenticité, indexé sur la blockchain évidemment, mais il y a une œuvre physique qui est à côté, qui est adossée à ce NFT. Est-ce que vous, dans la mode, est-ce que toi, tu préconises que les créateurs de mode proposent quand même toujours du tissu, donc des robes que l'on peut toucher, que l'on peut porter, avec un NFT qui est le certificat, ou alors comme Balmain, tu penses qu'il faut vraiment basculer vers le tout digital et à ce moment-là, les créateurs vont faire progressivement des skins, un peu comme dans les jeux vidéo comme Fortnite, etc. Et alors dans les métaverses et dans tous ces univers prochains, les gens porteront des vêtements digitaux de ces créateurs numériques en NFT. Ouais. Alors c'est une question large euh, et ma réponse c'est ça dépend de la stratégie de la marque. Ça dépend de la stratégie de la marque parce que si la marque, en fait, la question c'est pourquoi les gens vont acheter ton NFT?
et comment on associe un maximum d'utilité autour de ce NFT. Aujourd'hui, quand on crée un NFT avec comme objectif valoriser une collection physique, le NFT, on le crée dans l'idée de valoriser cette collection-là, et donc le NFT, ça devient un support, si tu veux, à la collection physique. Donc dans ce sens-là, je comprends, et ça peut faire office d'outil de liquidité, d'outil d'engagement, mais le cœur de ton produit, c'est ta collection physique. Ta cible, ça reste la communauté de personnes qui vont acheter en physique, et donc, dans ce sens-là, évidemment que je préconise toujours la création des deux en parallèle, c'est-à-dire un NFT associé à une paire physique. Par contre, si on réfléchit à quel va être l'objectif pour une marque de se développer dans un nouvel univers et d'associer des NFT auxquels il n'y aurait pas de produits physiques attachés, bah, pour moi, ça aurait énormément de sens de le faire sans forcément y attacher, pour la simple et bonne raison que la communauté qu'ils vont adresser vont pas forcément showcase ces NFT ou ces produits, ces œuvres dans l'univers réel. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement les utiliser dans un univers virtuel et on n'aura pas besoin forcément d'y attacher une valeur ou une valeur tangible dans le monde physique. Et ça, on le voit très bien que les marques, c'est ce qu'elles ont envie, parce qu'elles touchent une communauté plus jeune, une communauté qui est différente. Et on l'a déjà vu, ça s'est déjà engrangé sur les différents partenariats que les marques ont fait avec les univers du gaming. Si tu vois Balenciaga avec Fortnite, tu vois, en gros, c'est des univers qui ont été créés autour des marques dans des univers parallèles ou des univers immersifs de jeu pour pouvoir toucher une communauté différente. Et tu vois bien qu'il n'y a rien qui est associé au sac Balmain dans un univers physique parce qu'on n'en a pas besoin. Donc tout dépend de qui est ta cible, quelle est ta stratégie de communication et quel est l'angle que tu veux prendre quand tu es une marque. Peut-être que si tu fais de l'ultra luxe et que ton idée c'est simplement d'améliorer la liquidité de ton produit sur le marché secondaire, à ce moment-là, bah, tu attaches un NFT. Et évidemment que le NFT, s'il a une valeur tangible parce qu'il est attaché à ton produit physique, bah, à ce moment-là, c'est ça que les gens vont avoir envie vont avoir envie de garder. Par contre, si ta strat, c'est de toucher des gens un peu plus jeunes qui, en vérité, dans 4 5 ans, vont passer 90% de leur temps en ligne et 10% de leur temps en physique, peut-être que ça n'a littéralement aucun intérêt de l'attacher à une forme de tangibilité physique, quoi. Ouais, c'est ultra intéressant. On voit, on voit des studios, par exemple, il y a un studio, je me souviens plus le nom, mais qui fait des véhicules, qui fait des voitures uniquement pour le métaverse. Et donc, enfin, on voit qu'il y a enfin, que ça soit dans le jeu ou ou justement dans les métaverses, tout ça, il va y avoir ce besoin en fait de potentiellement de reproduire la Ouais. réalité ou du moins de changer un petit peu le paradigme. Et je trouve que enfin, ça ramène toujours à peu près à la même chose, c'est l'utilité en fait du NFT. Est-ce que tu penses qu'un NFT, il est censé avoir dès le début une utilité bien définie, ou est-ce que justement avoir une approche plus bottom-up, ça peut être, enfin, ça peut être justement plus intéressant de laisser la communauté en fait faire, enfin choisir de quelle sera l'utilité au final du NFT. Euh, non, enfin, en règle générale, l'utilité, elle doit être définie en amont parce que c'est ce qui permet à la communauté d'avoir envie de rentrer sur le projet. Si t'as pas de NFT, enfin d'utilité définie, il y a personne qui il y a personne qui aura envie d'aller minter tes NFT parce qu'on ne sait pas à quoi ils vont servir. Donc en amont, tu es obligé de définir l'utilité du NFT. Dans certains cas, comme ça a été le cas avec les Bored Ape, euh, le NFT, c'était simplement la représentation d'une idéologie. Maintenant, on se rend compte que de plus en plus que qu'un NFT ait de la valeur, il faut y ajouter de l'utilité, que ce soit à travers un accès à des avantages, que ce soit un accès à des événements, un accès à je sais pas, une rencontre avec les fondateurs. Tu peux imaginer, en fonction évidemment de l'industrie, tu vas avoir beaucoup d'avantages qui peuvent être imaginés. Et aujourd'hui, on a même, par exemple, des services qui sont complètement conditionnés par la détention d'un NFT. Je pense notamment à des services dans le milieu même de l'investissement, où pour accéder à des services premium de trade exclusif, par exemple, sur l'univers des NFT, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça crée un engouement en particulier sur
comment on peut faire de l'argent en achetant et en revendant des NFT assez facilement, vu que le marché est très liquide et en pleine expansion. Il y a des gens qui fournissent cet accès à cette communauté et à ce logiciel uniquement à travers des NFT. Donc, en gros, l'utilité, pour moi, elle doit être définie en amont. Et au fur et à mesure, tu peux laisser ta communauté décider de quelles vont être les prochaines étapes sur ta roadmap, mais tu dois avoir une idée claire de où est-ce que tu vas, et c'est toujours associé à ta vision. La vision de Sorare ou la vision d'un jeu play to earn, c'est-à-dire qu'il utilise les NFT comme objet principal du jeu et qui permet aux gens en fait de gagner de l'argent parce ils associent ce jeu à une place de marché dans laquelle on peut revendre les items qui sont utilisés dans le jeu directement. Bah, elle va avoir une stratégie d'utilité qui est claire parce que vu qu'on peut utiliser ce NFT directement pour en faire de l'argent en le revendant, bah, on va suivre la roadmap qu'on a établie en tant que jeu. Si on est un artiste pur, à ce moment-là, l'utilité, elle va être purement artistique et donc la valeur, elle va être subjective, mais à ce moment-là, on ne se différencie pas du marché de l'art traditionnel. Si on est voilà, un créateur d'une communauté et qu'on a une idéologie, on a envie de partager une passion pour un certain sujet, bah, à ce moment-là, on aura une stratégie de drop qui va être un peu différente avec une utilité bah, on va fédérer une communauté, on va organiser des événements, on va décider de qui va avoir le droit de participer à la prise de décision dans cette communauté. Et à ce moment-là, tu peux même structurer ce qu'on appelle des DAO dans l'univers NFT. Il y a énormément de choses à imaginer, mais ce qui est certain, c'est que l'utilité, elle doit être définie en amont. En tout cas. Dans la majorité des cas, c'est ce qu'on voit, quoi. Toi, Ethan, pour revenir à ce que tu fais actuellement, tu dis que tu es sorti du conseil pur auprès des marques pour proposer des outils, c'est ça, pour proposer comme une plateforme de Alors, ouais. soutien à ces marques-là? En fait, ouais, j'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. Initialement, en fait, c'est un marché qui a besoin d'énormément d'accompagnement parce que c'est très nouveau. Donc, on a commencé avec un accompagnement de A à Z. On allait voir des marques et on leur proposait une solution clé en main pour leur permettre de lancer leur drop NFT. Mais quand tu fais ça, tu t'exposes à un produit qui est en fait un service. C'est-à-dire que tu peux pas scaler ton offre assez facilement et tu es obligé de faire du conseil un à un avec tes clients. Donc la problématique qu'on a vite eue avec mon associé, c'est comment on fait pour rendre de ce business de service un business scalable. Et l'une des solutions qu'on a trouvées, qui répondait aussi aux besoins du marché, c'est plutôt que d'aller proposer tous les services sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire penser la stratégie de drop et l'utilité du NFT en amont, l'accompagner sur la création du NFT en termes de design, développer l'infrastructure technique pour pouvoir minter les NFT, gérer le wallet et les flux de revenus, designer le site de drop et ensuite gérer l'engagement pour la communauté, plutôt que de faire toutes ces étapes-là, ce qui est en fait le travail en vérité d'un NFC Studio aujourd'hui. On s'est dit, prenons toutes les briques technologiques qu'on va pouvoir scaler, c'est-à-dire l'infrastructure de Mint pour permettre à n'importe qui en fait d'intégrer une solution de mint de NFT à un site internet, la création d'un site de drop et la brique d'engagement. Prenons ces trois outils-là et euh, proposons-le à des agences de communication qui, eux, ont déjà l'habitude de travailler avec des marques. Les marques leur font confiance sur la partie communication. Et la partie communication, c'est globalement 50% du travail pour qu'un drop soit réussi. Parce qu'il faut créer l'univers autour des NFT. Et donc, on s'est dit, assez naturellement, la manière de scaler notre business, c'est de fournir l'infrastructure technique telle qu'on l'a définie, de la fournir aux agences de com et de faire en sorte que les marques bossent comme elles ont toujours bossé, c'est-à-dire en partenariat avec des gens en qui ils ont confiance. Oui, c'est ça, vous êtes le back-office des sociétés Exactement, ouais. com. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on retrouve le parallèle avec les débuts de l'Internet à la fin des années Exactement. 90, où effectivement l'Internet était au début une question d'informatique et après les entreprises ont compris que c'était une question de communication. Et donc c'est la com qui gérait les sites web et il y avait toujours en back-office de l'infrastructure technique. Donc effectivement, ça doit bien marcher parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes parce que les entreprises de communication ont des demandes de leurs clients, les marques, et j'imagine qu'elles ne savent pas du tout par où commencer parce que c'est quand même extrêmement récent. Et on est tous des pionniers ici déjà dans cette room, dans ce podcast. Et toi, Ethan, tu es vraiment le pionnier qui va implanter une infrastructure à la fois technique et aussi stratégique. Parce que j'imagine que quand on met en place
de la technique, tu parlais de wallet, tu parlais de marketplace, j'imagine de blockchain, Ethereum, Tezos, etc. Tu rentres forcément dans la stratégie de la marque directement. Ouais. Alors en fait, c'est exactement ça. Le parallèle avec les débuts d'Internet, ils se font assez naturellement. Et il y a même un autre parallèle qu'on peut faire qui est avec l'univers du e-commerce. Initialement, ça allait être des plateformes qui allaient mettre en place des infrastructures pour pouvoir créer des shops online. Et à terme, on a eu des infrastructures complètes comme Shopify qui allaient te permettre de pouvoir directement lancer tes business e-commerce. Et en fait, ça a généré une nouvelle génération d'entrepreneurs et de e-commerçants. Il y a tout un pan en fait de l'économie aujourd'hui qu'on appelle les DNVB, qui sont des Digital Native Brands, qui en fait sont nés grâce à des solutions d'infra qui se sont montées par des personnes qui avaient envie de démocratiser l'accès à ces technologies-là, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, ouais, complètement, pionnier, c'est peut-être un grand mot, mais on essaye de fournir toute la stack technique pour qu'une agence de com se sente à l'aise d'aller voir leurs clients et de leur dire, nous, on sera capable de gérer votre communication si jamais vous avez envie de faire un drop NFT. Et c'est surtout que ça vient, en fait, ça vient assez naturellement pour une marque d'aller demander à une agence de com comment faire, parce que quand on réfléchit bien aujourd'hui, la clé, elle se situe dans la com. C'est exactement ce que tu disais. Aujourd'hui, quand on veut faire un drop NFT, la seule chose que nous, on voit, c'est comment le drop se matérialise en termes de communication, c'est-à-dire euh, finalement qui va acheter et comment ils vont acheter. Et donc nous, on essaye de s'insérer avec une infra techno au milieu comme ça. Oui, mais parce que même le. Ah, pardon, Florence, juste pour une précision, à l'époque, Tezos, la blockchain Tezos avait fait grand bruit je me souviens, au mois de mai, avec les clean NFT. C'est-à-dire qu'on disait que la blockchain Tezos génère peu d'électricité pour faire tourner le réseau, pour simplifier, hein. Et alors, les NFT dégageaient très peu de CO2 qui impactait la planète. Et à l'époque, c'était le hashtag clean NFT, et on le voit encore sur Twitter aujourd'hui. Donc, rien que ça, c'est de la communication déjà. Et complètement. Complètement. Et il y a eu d'ailleurs, tu parlais de cinéma tout à l'heure, il y a eu un drop NFT qui est passé complètement inaperçu, mais en fait, c'est pas exactement un drop, c'est une initiative NFT qui a été montée par les producteurs du film Dune, qui est en train de faire un carton en ce moment. Et en fait, c'est assez marrant parce que ils ont construit l'idée d'un NFT qui permettrait aux détenteurs de ces NFT d'accéder aux salles en avant-première. Et donc, ils ont organisé tout un drop. Ils ont fait toute une communication autour de ce drop sans se poser la question de ce clean NFT. Et en fait, ça a fait un énorme bad buzz que vous pourrez aller regarder. Simplement parce que l'idéologie du film même c'est une sorte de dystopie sur qu'est-ce qui se passe une fois que la Terre c'est pourri à cause de nos pratiques contre-environnementales. Et ça fait un énorme bad buzz tellement qu'ils ont été obligés d'annuler leur drop et de s'excuser auprès de la communauté. Donc complètement aujourd'hui, il y a tout un pan de communication à avoir et il faut faire très attention sur comment on market son NFT. Il faut pas, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est pas de se dire ok, comment on va générer de l'argent avec cette affaire, même si c'est le point d'entrée de 90% des personnes, je sais. C'est surtout, est-ce que c'est vraiment utile pour ce que je suis en train de développer? Et d'ailleurs, c'est le point d'entrée pour toutes les technologies. Aujourd'hui, 50% des projets qui se développent sur la blockchain, on pourrait les faire sans et ils marcheraient mieux sans. À ce moment-là, si c'est mieux sans, bah, on n'a qu'à ne pas les développer avec de la blockchain. Et ça n'a pas de sens de le faire avec une blockchain, de créer toute une infrastructure pour le faire. D'ailleurs, il y a plein de projets qui sont dans les cartons, dans les très grosses boîtes françaises, qui en vérité ne sont jamais sortis parce que ils se rendaient compte que c'était trop complexe à mettre en place et qu'en fait, une base de données, ça suffisait amplement. Une blockchain, c'est vraiment une base de données construite de manière décentralisée, orchestrée pour que ce soit sécurisé par plusieurs personnes et non pas par un seul point d'entrée. Et de le faire quand ça n'a pas de sens simplement pour faire le buzz, dans ce cas-là, ou pour les NFT pour faire de l'argent, en général, c'est très mal perçu par la communauté et ça se sent très vite. Ouais, c'est effectivement le risque. C'est que voilà, si trop de marques sortent, trop de collections, ça peut mener à ce système, enfin un petit peu à l'ICO en fait de 2017 où c'était un système de financement aussi pour les projets, mais il y a eu énormément d'abus évidemment. On peut pas aller contre la nature humaine.
Et donc, du coup, maintenant, plus personne se finance via les ICO, alors que c'est un système vraiment innovant et intéressant. Mais justement, sur cette complexité, comme tu dis, on peut faire aussi des bad buzz, etc. Pardon. Tu penses, enfin, comment vous gérez ça? Est-ce que vous proposez justement une plateforme en dehors d'Ethereum, où justement les frais de gaz et peut-être l'onboarding aussi est peut-être plus facile, ou comment vous gérez ça? Parce que c'est vrai qu'une marque, une agence de com, aussi forte qu'elle soit, un univers qu'elle connaît pas, qu'elle appréhende pas, ça fait beaucoup de, tu vois, de points. La communauté qu'ils ont déjà, ils sont peut-être pas familiers avec les wallets, les NFT, etc. Donc, comment tu vois ça évoluer, toi, dans les prochains mois, prochaines années? Ouais, c'est une très bonne question. Nous déjà, on préconise pas d'être sur la main chain, c'est-à-dire qu'on a en général, on développe les drops qu'on veut développer, ils sont faits ou bien sur Immutable, qui est une plateforme qui permet de minter sans gaz, ou bien sur un layer 2 qui est Polygon, donc avec Matic. En général, c'est ce qu'on préconise pour ne pas avoir de frais de gaz et pour ne pas rentrer dans ces problématiques-là. Maintenant, si on veut développer sur la main chain Ethereum, il y a plusieurs choses auxquelles on doit faire attention. Un, c'est qui est la cible. C'est une cible qui a moins tendance à faire attention à ces problématiques-là. Typiquement, il y a eu le drop de Booba il y a 2 semaines ou la semaine dernière, et personne ne s'est soucié de l'environnement autour de ce drop-là, parce que peut-être que la communauté associée à ce drop-là n'avait pas en tête ces questions-là, et peut-être même qu'ils ne comprenaient pas les enjeux autour de ces sujets. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut faire vraiment attention à qui on cible. Et le deuxième point, c'est que, encore une fois, c'est la manière dont on market qui va orienter le buzz ou le bad buzz du projet. Donc, si on a un projet qui est utile et que les gens sentent l'utilité, qu'on crée une valeur forte, des valeurs fortes autour de notre projet, la partie environnementale, on va toujours trouver un moyen de, euh, de bien la marketer, si je peux dire de cette manière-là. Ça, on va dire, la solution à court terme. La solution à long terme, c'est une solution qui est en ce moment en train d'être développée par les 50% des développeurs Ethereum, c'est le scaling d'Ethereum sur Ethereum 2.0, et c'est en gros permettre à terme de migrer d'un consensus qui a besoin de beaucoup de puissance de calcul pour fonctionner, à un consensus qui en aurait beaucoup moins besoin. Et donc à ce moment-là, on arriverait sur un équilibre où on n'aurait pas besoin d'autant de minage pour valider les transactions sur Ethereum. Et donc on réduirait de 99% les gas fees. Donc si jamais c'est des personnes qui connaissent bien les sujets environnementaux et qui, entre guillemets, ont ces problématiques-là, ou bien avec la communication, ou bien avec la partie idéologique, parce que c'est vraiment ce que les développeurs sont en train de faire, on arrive de toutes les manières à répondre à ces questions. Maintenant, en pratique, vraiment, sur un layer 2, ça se fait aussi très bien. Solana s'en sort très bien aussi parce que ils ont réussi à trouver un compromis entre la partie décentralisation et la partie gaz. Et on a d'autres blockchains qui aussi sont en train d'émerger, notamment Avalanche, qui fait des trucs assez bien. Je vois bien, moi, ces blockchains devenir des alternatives viables le temps que Ethereum se scale, quoi. Bon, je sais pas quand tu vas voir les agences, si tu leur parles de consensus et tout ça, je sais pas si ça décomplexifie quoi que ce soit. Mais bon, je te taquine évidemment, mais ouais, je suis confronté au même problème que toi sur une autre cible, donc voilà, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Je voulais proposer à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez la moindre question pour Ethan, ben, de pas hésiter à lever la main, c'est votre moment de gloire. ou voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Oui, puis si Florent, tu as raison, puis si personne pour l'instant n'intervient, alors moi j'ai encore une petite question, mais après on fera une annonce importante concernant notre podcast, concernant l'art du NFT, juste après la réponse d'Ethan. Donc, petite question, Ethan, c'est amusant, on a reçu un créateur la semaine dernière qui s'est installé à Tel Aviv, lui aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a un fort mouvement là-bas, ce qui ne m'étonne pas parce qu'il y a une véritable Silicon Valley qui est en train de s'installer à Tel Aviv. Est-ce que toi, tu vis là-bas? Est-ce que tu trouves qu'il y a un environnement crypto, un écosystème qui est extrêmement favorable au NFT, à la crypto? Et est-ce qu'il y a des financiers? Est-ce qu'il y a du capital risque qui s'organise là-bas fortement? Alors oui et oui.
Euh, Israël, particulier Tel Aviv, c'est un écosystème qui est génial. Israël, structurellement, c'est un pays qu'on appelle la Startup Nation de manière générale, mais parce que la manière dont il s'est construit, ça ressemble beaucoup à une startup. Et le fait qu'on ait à la fois l'armée obligatoire pour tout le monde, la culture du risque du coup qui est adossée, et un écosystème de financement qui est très développé, ça permet à toutes les startups israéliennes d'émerger assez rapidement. On a aussi un poids qui est important. On a beaucoup de fonds en Israël. Je crois que c'est le pays qui est le plus financé en termes de pays par habitant. C'est le pays aussi où on crée le plus de startups en termes démographiques par habitant. C'est parce qu'en Israël, il n'y a pas de marché, qu'il y a des liens très forts avec les États-Unis et que de facto, quand on monte une boîte en Israël, on a comme vision le marché US. Ce qui fait que, à la différence d'une boîte européenne, on a tout de suite tous les fonds américains qui ont des succursales en Israël et on a un écosystème de venture capital qui est assez développé. Et dans le monde crypto, alors c'est moins développé que dans l'univers startup classique, mais on a et des financiers, des investisseurs, des pionniers qui sont dans l'écosystème, qui permettent de faire évoluer l'écosystème assez rapidement et dont on bénéficie. Donc ouais, ça ne m'étonne pas et je suis assez content de pouvoir y participer aussi. Et si jamais ça intéresse le créateur qui est venu vivre à Tel Aviv de nous rencontrer, avec plaisir. Ah ben, il va être très intéressé et tu vas être très intéressé aussi parce que c'est une plus-value assez folle que tu pourras ajouter au projet que tu recommandes. En fait, son projet, c'est de l'AI et de l'art génératif autour de la musique. Et J'adore. c'est hyper intéressant. Il s'appelle Raphaël Ducamp, je crois. J'ai du mal avec les noms de famille, j'avoue. Mais ouais, on fera les présentations. On fera les présentations avec plaisir. On lui doit bien ça, sachant que son podcast sera pas publié encore pour cette saison. Et d'ailleurs, du coup, c'est peut-être le moment d'annoncer un petit peu Oui, tout à fait. tout ça. Donc ben là, en fait, Ethan, tu es là pour clôturer un petit peu la saison 1 de l'art du NFT. Et on va revenir encore plus fort, encore plus beau dans une saison 2 avec Lucie et Léonore qui va nous rejoindre et qui nous a rejoint d'ailleurs sur On Stage. Salut Ouais. Lucie et Léonore. Bonsoir Benjamin, bonsoir Florent et bonsoir tout le monde. Oui, je reprends le flambeau avec Benjamin à partir de la semaine prochaine pour la saison 2 de l'art du NFT avec une version un tout petit peu remodelée et plein de choses super à venir. Alors Voilà. on Je précise suis ravie. Lucie Eleonore, que tu es cofondatrice de Fauve. Fauve est une maison de vente aux enchères, voilà, à Paris. Exactement. Et c'est ce qui nous a aussi intéressés. On a vu que tu étais aussi présente sur toutes les rooms du NFT depuis très longtemps. On sait que ça te passionne, mais que tu es aussi en lien avec le monde de l'art traditionnel, le monde justement des objets, le monde de la collection, le monde des enchères. Donc il y a tout ce monde-là. Tu vas pouvoir nous amener toute ton expertise dans les NFT. Et on va gérer ça à deux. Florent sera toujours avec nous, évidemment, mais peut-être plus en retrait ou plus ponctuellement sur des aspects techniques, sur des aspects blockchain, etc. Ce Donc, sera bien, notre Joker Tech. c'est le Joker. C'est ça. Et donc, du coup, on va pouvoir aller hardcore dans l'art du NFT, explorer vraiment toute l'alchimie et tout l'engouement qu'il y a autour de l'union de ces deux mondes. Et donc, et c'est aussi important, je pense, de voilà, donner une image plus féminine, parce que c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup, bah, du coup, entre Rémi et John et Benjamin et moi, c'était beaucoup d'hommes. Et voilà, et là, on voit que justement, enfin, il y a tellement de sujets autour de l'art, du marketing, enfin, sans aller dans la tech, que enfin, ça touche tellement à la culture en général. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de NFT redéfinit la classe de la culture comme une classe d'actifs, justement. Donc il y a énormément de place pour les femmes. Et donc voilà, c'est un poste aussi important pour nous de donner envie. Et je pense que tu es une excellente représentante de la gente féminine. Donc, Je suis donc ravie, Quand mais Florent, je tu sais parler serais... aux femmes, toi.
C'est ça, je serai la caution féminine et puis le pont avec le marché de l'art et l'art physique, on va dire, parce que c'est ma grande passion d'être convaincue que ce ne sont pas deux mondes séparés, bien au contraire. Et d'ailleurs, notre première invitée de la deuxième saison sera une invitée, mais je vais garder la surprise. Ce sera une femme aussi. Et elle nous écoute. Voilà. Voilà, ça tease pas mal. En tout cas, Ouais. voilà, on a plein de beaux projets pour la saison 2 et les saisons prochaines. Il y a un site qui sera là au lancement de la semaine prochaine, du coup. Et je crois qu'il y a aussi un petit événement pour le lancement que tu organises, Ouais. Léo. Mais j'en parlerai la semaine prochaine, peut-être. Ok. Mais oui, il y a un événement chez Fauve, donc chez Fauve Paris, en plein cœur du 11e arrondissement, le 24 novembre, donc mercredi prochain, autour des problématiques du marché de l'art et des NFT. Donc NFT, not the French time, point d'interrogation. On essaiera de tous y réfléchir. C'est mercredi 24 à 19h et on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on publiera l'information sur Ouais, bien sûr. le Twitter de l'art du NFT. On va aussi lancer le site web de l'art du NFT. On vous tiendra au courant très prochainement. Ça tombe bien puisque la prochaine room, c'est mardi prochain, donc c'est mardi 23. Et Oui. on pourra enfoncer le clou sur l'événement chez Fauve, la maison de vente aux enchères que tu diriges et que tu as cofondé, Lucie Léonard. Et ce sera le mercredi. Et je pense que les invitations seront lancées petit à petit sur Twitter. Enfin, je pense que les gens qui sont intéressés peuvent venir. Je pense que c'est Oui, ouvert absolument, au public. absolument. Oui, Ouais, sous réserve du pass sanitaire, évidemment, ouais. mais sinon, oui, bien sûr, c'est ouvert à toutes et tous, avec grand plaisir. Ok, c'est génial. Et ben en plus, avec toi, dans cette saison 2, ce qu'on appelle la saison 2 de l'art du NFT, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va intensifier certainement le nombre de podcasts, on va démultiplier le nombre d'invités, on va essayer de parler très largement de tout ce qui concerne les NFT, tout ce qui concerne cet écosystème. Et on va beaucoup parler de création, évidemment, car nous, notre angle à nous, c'est vraiment l'art, la création, les créateurs, le beau, ce qui peut enrichir l'esthétique dans le NFT, etc. Donc on va aller à fond là-dessus. Et bien, à la semaine prochaine. Trop bien. Et est-ce que dans l'audience, peut-être vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas pour Ethan ou pour nous d'ailleurs. Mais sinon, Ethan, est-ce que il y a un angle qu'on n'a pas parlé on devait parler un petit peu de DeFi aussi, de finances décentralisées unies au NFT. On a malheureusement pas trop eu le temps. Est-ce que tu as des petites, voilà, des petites infos que tu voudrais partager avant de nous quitter parce qu'on va bientôt arrêter du coup l'enregistrement. Non, écoute, rien de spécial. Moi aussi, je suis excité à l'idée de la deuxième saison. Là, ça me donne envie. Mais rien de spécial. Vous pouvez, si jamais vous avez envie de discuter du sujet, moi, je suis assez actif sur LinkedIn en général. Et donc, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais sinon, je voulais vous remercier. C'est génial ce que vous faites. Je trouve qu'on n'a pas assez de contenu autour du NFT. Et donc, n'hésitez pas à nous impliquer un peu plus. S'il y a des gens que vous présentez aussi, ce serait avec grand plaisir. Je peux rappeler, Ethan, qu'on peut te trouver sur Twitter sous le nom de Ethan Messica. Oui, Et on peut c'est te trouver exact. sur LinkedIn aussi avec le même nom. Ouais, sur LinkedIn, je suis assez actif en général, donc n'hésitez pas. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Et ben voilà, avec ce bruit de voiture, c'est ainsi qu'on peut clôturer cette room. Merci à tous et à toutes d'être venus, de nous avoir entendus. Rendez-vous mardi prochain avec Lucie et Léonore et toujours Florent. Et on va co-animer avec Lucie et Léonore la prochaine room et la prochaine saison, la saison 2 de l'art du NFT. Merci à tous, merci à toutes et à très vite. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Salut.